Qu'est-ce qui rend un homme si puissant que même la mafia hésite à s'en prendre à lui? Dans les couloirs silencieux du milieu québécois, un nom résonne plus fort que les coups de feu, Martin Robert. Ni politicien, ni tueur à gages, et pourtant, chacun de ses gestes bouleverse l'équilibre des forces. Il ne crie pas, il ne menace pas, il calcule. Quand ses rivaux disparaissent et que les empires s'effondrent, ses empreintes sont invisibles, mais son ombre demeure. Alors, qui est-il vraiment? Un survivant, un stratège ou quelque chose de bien plus dangereux? Marty is known to be the consummate politician. Le cavalier de l'ombre. Comment Martin Robert est entré dans le rouge et blanc? Avant de devenir l'un des hommes les plus puissants du milieu criminel québécois, Martin Robert était un garçon discret de Sainte-Sophie, une petite ville où rien de remarquable ne semblait jamais se produire. Né le 1er octobre 1974, rien dans son enfance ne laissait présager la légende qu'il allait devenir. Ses professeurs se souviennent de lui comme d'un garçon poli, calme et distant. Pas de violence, pas de rébellion, juste un garçon solitaire. Mais le destin ne crie pas toujours lorsqu'il est sur le point de tout bouleverser. Parfois, il murmure à travers des éclats de verre et des morceaux de métal tordus. En 1993, la vie de Martin bascula dans un tragique accident de voiture. Ce dernier mit fin prématurément à sa dernière année de lycée et l'obligea à des mois de convalescence. Les médecins le déclaraient guéri, mais ses amis affirmèrent en plus tard que quelque chose avait changé en lui. Ce qui brûlait derrière son regard calme avait disparu. Il ne retourna jamais à l'école. Au lieu de cela, il commença à fréquenter les bars de motards du Québec, des établissements tenus par des hommes plus âgés, au guidon de Harley-Davidson, tatoués et bien introduits. Ce n'était pas le genre de personne dont vos parents vous mettaient en garde. C'était le genre de personne dont personne n'avait besoin d'être averti. C'est là que Martin a reçu sa nouvelle éducation. Les leçons ne s'écrivaient pas dans les livres, elles s'apprenaient dans le silence, la hiérarchie et l'obéissance. Il a appris que dans le monde des motards, le respect ne se demande pas, il se prend. La violence n'était pas aléatoire, c'était un langage. Chaque mâchoire cassée, chaque voiture incendiée était une phrase dans une conversation que seul le milieu pouvait déchiffrer. Et Martin la maîtrisait parfaitement. Au milieu des années 1990, le Québec était en proie aux flammes. La province était plongée dans ce qu'on a appelé la guerre des motards du Québec, une lutte de pouvoir brutale entre les Hells Angels et les Rock Machines pour le contrôle des routes de la cocaïne, du prêt usuraire et du territoire. Plus de 160 personnes ont perdu la vie, y compris des innocents. Toutes les quelques semaines, des voitures piégées explosaient devant des cafés. Des coups de feu semèrent la terreur dans des quartiers tranquilles, et les morgues se remplissaient plus vite que la police ne pouvait enquêter. Pour la plupart, c'était le chaos. Pour Martin Robert, c'était une opportunité. Il a rejoint les Death Riders, un club de soutien des Hells Angels, une étape intermédiaire pour ceux qui aspiraient à intégrer le gang. Ces clubs se chargeaient des basses besognes, trafic de drogue, recouvrement de dettes, intimidation et parfois même meurtre. On les considérait comme remplaçables, mais indispensables. Dans cet univers brutal, le talent de Martin pour la précision et la planification était remarquable. Il ne buvait pas excessivement, il ne se vantait pas, et il ne bronchait pas. Tandis que d'autres cherchaient à se faire remarquer, il observait, calculait et se souvenait. En 1999, son nom figurait déjà dans les fichiers de police. Il avait été condamné pour trafic de drogue, incendie criminel et possession d'armes. Mais même derrière les barreaux, il n'a jamais craqué. Alors que la plupart des hommes perdaient leurs moyens lors des interrogatoires, il restait calme, voire courtois. Les enquêteurs ont commencé à le qualifier de persévérant et de stratégique, des adjectifs rares pour un homme de main de la rue. La guerre des motards au Québec, quand le sang est devenu monnaie d'échange. Dennis Steinman say a word came out.
and he already had contacts within the Hells Angels. He always been hanging around the big guys. À la fin des années 1990, le Québec s'est transformé en champ de bataille. Ce qui avait commencé comme une lutte de pouvoir entre deux clubs de motards hors la loi, les Hells Angels et les Rock Machine, a dégénéré en l'une des guerres de territoire les plus sanglantes de l'histoire canadienne. Il ne s'agissait pas d'orgueil, mais du contrôle des importations de cocaïne, du prêt usuraire et des rues de Montréal. Lorsque la fumée s'est dissipée, plus de 160 personnes avaient perdu la vie, dont des civils pris entre deux feux. Des attentats à la bombe ont secoué des quartiers tranquilles. Les fusillades en voiture sont devenues le bruit de fond de la vie quotidienne. Le Québec était à vif et personne n'était en sécurité. C'est dans ce contexte que Martin Robert a été forgé. À son arrivée, les Angels étaient déjà engagés dans une guerre totale. Leur ennemi, la Rock Machine, refusait de céder, malgré le soutien massif des Angels, qui mobilisaient des clubs et des hommes de main dans toute la province. La violence n'était pas le fruit du hasard. Elle était stratégique, visant à éliminer la concurrence et à consolider le monopole des Angels sur le trafic de drogue. Mais plus on y regarde de près, plus un schéma se dessine. Chaque explosion n'était pas qu'une simple vengeance. C'était une affaire de business. Chaque mort, une transaction. De jeunes soldats comme Martin étaient les instruments de cette transaction. Les Death Riders, son premier club, étaient une extension jetable des Hells Angels. C'étaient eux qui allumaient les incendies, gérèrent les collectes, livrèrent les colis et faisaient taire les témoins. Les Angels restaient à l'abri. Les Death Riders prenaient les risques. Pour la plupart, c'était une condamnation à mort. Pour Martin, c'était un atout. Contrairement aux bagarreurs imprudents qui remplissaient les bars de motards de menaces bruyantes, Martin agissait différemment. Il étudiait. Il observait la hiérarchie, la transmission des ordres, la circulation de l'influence vers le haut. Son absence d'antécédents criminels dans sa famille, de toute allégeance préalable, faisait de lui un agent idéal, intègre, discret, loyal. Pour gravir les échelons chez les Angels, le chaos n'était pas nécessaire. Le contrôle l'était. À mesure que le conflit s'intensifiait, le rôle de Martin évolua. Des rapports de police révélèrent par la suite que ces déplacements coïncidaient avec des incendies criminels et des points de distribution de cocaïne connus dans les environs de Laval et de Montréal. Ce n'était pas une preuve formelle, mais cela suffit aux enquêteurs pour commencer à le surveiller de près. Il était jeune, mais sa réputation grandissait. Chaque acte de violence ciblé renforçait sa crédibilité. Puis survint le tournant. En août 1997, l'attentat à la voiture piégée qui coûta la vie à Daniel Desrochers, un garçon de 11 ans, devant une école de Montréal. L'explosion ne le visait pas, mais un motard rival. Cette tragédie a cependant changé la donne à jamais. L'indignation publique força les politiciens à agir et toute la rigueur du système judiciaire québécois s'abattit sur le monde des motards hors la loi. Des arrestations massives s'ensuivirent. Des descentes de police perpétrèrent les repères de motards à travers la province. Mais même sous la pression, Martin ne broncha pas. Tandis que d'autres fuyaient ou se retournèrent, il resta. Aux yeux de ses supérieurs, cela le rendit inestimable. Il n'était pas impulsif, il était patient, un homme qui comprenait que la survie ne dépendait pas de la force brute, mais du timing. Lorsque la situation commença à se calmer vers 2001, la Rock Machine s'était scindée, certains membres rejoignant les Angels. Le coût de la guerre fut énorme, des centaines de morts, des dizaines d'emprisonnements et des quartiers entiers marqués à jamais. Mais de ces décombres, une nouvelle hiérarchie se formait. Les Angels étaient victorieux, mais affaiblis, leur direction décimée par les arrestations et les luttes intestines. Opération Char QC, le ratissage qui a manqué sa cible. Biker gang
are facing charges of conspiracy to commit murder over the 8 years between 1994 and 2002, as well as several charges of first-degree murder. Le 15 avril 2009, à travers le Québec, l'aube se leva dans le hurlement des sirènes et le grondement sourd des béliers. Plus de 1200 policiers de la Sûreté du Québec et de la GRC investirent les repères de motards, leurs maisons, leurs garages et leurs entrepôts. Ils baptisèrent l'opération Charcuseux, abréviation de printemps 2009. Elle était censée être le coup de grâce qui anéantirait les Hells Angels une fois pour toutes. En théorie, le plan était infaillible. 5 ans de surveillance, des milliers de pages d'écoute téléphonique, une liste de noms qui ressemblait à un bottin mondain du milieu québécois. 156 personnes arrêtées en une seule matinée. Chefs de club, lieutenants, membres de soutien, comptables, trafiquants. Les raids ont été coordonnés à Montréal, Sherbrooke, Trois-Rivières et Laval. La presse l'a qualifiée de plus grande opération criminelle de l'histoire du Canada. La police, quant à elle, parlait d'une purge. Alors que les équipes tactiques multipliaient les perquisitions à travers le Québec, un nom sur la liste des personnes recherchées manquait à l'appel, celui de Martin Robert. Il ne se cachait pas dans un chalet. Il n'était pas en détention. Il avait disparu. Lorsque les enquêteurs ont enfoncé la porte de sa propriété à Laval, la maison était vide. Aucune trace de lutte, aucun signe de fuite. Juste une absence et un timing trop précis pour être une coïncidence. Au sein du commissariat, ce détail sema la panique. Quelqu'un l'avait prévenu. L'opération Charcuseux avait été menée dans le plus grand secret, les mandats étant sous-scellés jusqu'à quelques heures avant son lancement. Si un suspect avait disparu aussi facilement, c'est que quelqu'un avait piraté le code. Dans le milieu, les rumeurs ont immédiatement commencé à circuler. Les Hells Angels avaient toujours été fiers de leur loyauté, mais au Québec, la loyauté était une monnaie d'échange et l'information, un trésor. Un flic corrompu avait-il averti Martin? Ou son instinct était-il tout simplement exceptionnel? Des années plus tard, les enquêteurs débattent encore de la question. Ce qui est certain, c'est qu'il a disparu lorsque la province a basculé dans le chaos. Pendant que ses camarades, eux aussi en uniforme de cuir, étaient traînés devant les caméras, menottés, le nom de Robert figurait sur la liste des 10 fugitifs les plus recherchés. Il était accusé de meurtre, de complot en vue de commettre un meurtre, de trafic d'êtres humains et d'appartenance à une organisation criminelle. Pendant près d'1 an, il est resté introuvable, aperçu une fois en République dominicaine, puis dans les Caraïbes, avant d'être finalement localisé au Mexique. En janvier 2010, une opération conjointe d'Interpol et de la police mexicaine a mis fin à la traque. Ils l'ont trouvé dans une boîte de nuit de Cancun, calme, seul et désarmé. Il n'a ni fui ni résisté. Le rapport d'arrestation le décrivait comme coopératif et calme. 3 jours plus tard, il a été extradé vers le Canada. La disparition, Mexique, extradition et accord de plaidoyer. On écoute votre reportage. Merci, Alain. Ouais. C'est dans ce chalet que René Balloune-Charlebois a enregistré son testament vidéo qui dure 1h48. Lorsque l'étau s'est resserré autour de l'élite motarde québécoise lors de l'opération Charcuseux, Martin Robert a fait ce que personne n'avait prévu. Il a disparu. Le coup de filet avait arrêté presque tous les membres importants. Président de section, gros bras, même des légendes retraitées depuis longtemps. Mais pas Martin. Pendant près d'1 an, il a été introuvable. Pour la police, cela ressemblait à un coup de chance. Pour ceux qui le connaissaient, c'était un coup de maître. Sa dernière apparition confirmée avant les descentes de police remonte au début de 2009. Il sortait d'une salle de sport à Montréal, en compagnie de 2 complices. Quelques jours plus tard, le monde des Angels bascula sous le poids des arrestations. Tandis que des centaines de personnes étaient placées en détention, Robert avait déjà franchi la frontière.
Les enquêteurs découvrirent par la suite qu'il avait utilisé un réseau de faux passeports et de contacts offshore via la République dominicaine, Haïti et le Mexique, des voies généralement empruntées pour le trafic et non pour l'évasion. Pourtant, d'une manière ou d'une autre, ces mêmes routes devinrent sa bouée de sauvetage. Interpol a émis une notice rouge quelques semaines plus tard, le plaçant parmi les fugitifs les plus recherchés du Québec. Les médias l'ont surnommé le fantôme à moto. Il ne se cachait ni dans des planques, ni dans des cabanes isolées. Il vivait parmi les touristes, se fondant dans le brouhaha des bars de plage et des rues illuminées au néon. Pour un homme capable de décrypter son environnement, le Mexique était un camouflage idéal. Là-bas, tout le monde était de passage. Personne ne posait de questions. En janvier 2010, la traque prit fin à Cancún. Des agents des services de renseignement mexicains, en collaboration avec des agents fédéraux canadiens, le suivirent jusqu'à une boîte de nuit réputée pour le blanchiment d'argent des cartels. Il s'attendait à un échange de tirs. Au lieu de cela, il sortit calmement lorsqu'on l'interpella, sans résistance, sans panique, esquissant seulement un léger sourire. L'agent qui l'arrêta le décrivit plus tard comme maîtrisé, poli et d'un calme déconcertant. De retour à Montréal, les gros titres étaient triomphants. Le Hells Angel le plus recherché arrêté au Mexique. Mais au sein des forces de l'ordre, l'ambiance était partagée. Comment avait-il pu s'échapper? Qui l'avait prévenu? Le mystère n'a jamais été résolu. L'hypothèse d'une taupe au sein du système judiciaire qui l'aurait averti persiste, chuchotée parmi les détectives ayant enquêté sur l'affaire. Le retour de Robert au Canada n'a pas été la victoire espérée par le procureur. Il a été incarcéré à la prison de Bordeaux à Montréal en attente de son procès pour des accusations incluant meurtre au premier degré et participation à un gangstérisme. Mais les retards se sont enchaînés. 5 années de procédure. Des failles juridiques, des erreurs de procédure et des batailles juridiques autour de la divulgation de la preuve ont transformé l'affaire en un véritable enlisement. L'ensemble des preuves à charge a commencé à s'effondrer. Lorsque l'affaire a finalement été portée devant les tribunaux en mars 2015, l'acte d'accusation, autrefois terrifiant, avait été réduit à un seul chef d'accusation. Complot en vue de commettre un meurtre. L'accord de plaidoyer était d'une grande précision. Il a reconnu une culpabilité partielle, a été condamné à 8 ans de prison, mais avait déjà purgé 5 ans en détention provisoire. Le temps déjà purgé signifiait la liberté. Il est sorti du tribunal la même semaine, la tête haute, la cravate bien droite, arborant à nouveau un sourire narquois. L'image renvoyée par l'affaire fut désastreuse pour les forces de l'ordre. Des centaines d'arrestations, des millions de dollars de l'argent du contribuable, et l'homme, au cœur du problème, s'en est sorti quasiment indemne. Aux yeux du public, c'était un criminel qui avait profité du système. Mais pour le milieu du crime organisé, il avait accompli quelque chose de bien plus important. Il avait échappé à l'État. Quand Robert réapparut, le monde autour de lui avait changé. La vieille garde des anges était divisée. Certains étaient devenus informateurs, d'autres étaient morts. Les hommes qui contrôlaient autrefois les filières de cocaïne à Montréal avaient disparu ou étaient devenus insignifiants. Et c'est dans ce silence que Martin fit son apparition, plus âgé, plus affûté, plus patient. Sortir du chaos. Comment la prison lui a appris la patience. L'impressionnante opération policière a eu lieu vers 10h10 ce matin sur l'autoroute 50 à la hauteur de Grenville-sur-la-Rouge. Pour la plupart des hommes, 5 ans de prison constituent une punition. Pour Martin Robert, c'était une préparation. Lorsqu'il a été incarcéré en 2010, le système judiciaire québécois était engorgé par les répercussions de l'opération Char-QC. Trop d'accusés, trop peu de procureurs, des batailles procédurales interminables. Pour Robert, cela signifiait du temps. Il ne pourrissait pas. Il étudiait. Dans le béton gris de la prison de Bordeaux, la hiérarchie des motards ressemblait étrangement à celle de l'extérieur, en plus compacte. Les hommes de main partageaient
leurs cellules avec des coursiers de cartel, des lieutenants de la mafia et des intermédiaires syndicaux corrompus. Chaque jour était une leçon d'observation de la nature humaine. Robert écoutait plus qu'il ne parlait, cernant les personnalités, les faiblesses et les loyautés. Les gardiens remarquaient son calme. Pas d'emportement, pas de dispute. Il lisait la situation comme un échiquier. Il avait accès à des hommes qui contrôlaient différents pans du marché noir québécois. Des contrebandiers de cigarettes en provenance des réserves autochtones, des hommes de main, des syndicats de la construction et des courtiers liés au circuit de jeu de la mafia sicilienne. Pour les autres détenus, il s'agissait de simples contacts. Pour Robert, c'étaient des pièces de puzzle. Il commença à percevoir le milieu criminel non plus comme un ensemble de factions en guerre, mais comme des réseaux d'approvisionnement imbriqués qui ne demandaient qu'à être organisés. L'isolement aiguisa son regard. Sans vélo, sans argent, sans soldats, il ne lui restait que l'influence, et l'influence ne survivait que par la patience. Il commença à dissocier ses émotions de ses décisions. Quand des bagarres éclataient dans la cour, il les observait comme des expériences. Quand de jeunes détenus le suppliaient de les aider, il ne leur offrait rien. Il savait que chaque faveur engendrait une dette. Cette discipline le rendait dangereux. La plupart des Angels, à leur sortie de prison, étaient les plus bruyants, avides de reconquérir leur territoire. Robert, lui, était plus discret. Pendant ces 5 années d'incarcération, le monde des motards s'était effondré. Les sections québécoises perdèrent des membres à vue d'œil. Les familles mafieuses se livraient à des luttes intestines. Et le trafic de cocaïne, qui avait jadis façonné l'économie souterraine de Montréal, s'était fragmenté en factions plus petites et désespérées. Lorsqu'il a été libéré en mars 2015, Robert s'est retrouvé face à un vide. Les anciens avaient disparu et les survivants étaient épuisés. Tous s'attendaient à ce qu'il se venge ou reprenne possession de son territoire. Au lieu de cela, il a fait tout le contraire. Il a disparu de la vie mondaine. Plus de motos de luxe, plus d'apparitions publiques. Son téléphone est resté muet. Ceux qui le connaissaient disaient qu'il se levait avant l'aube, arpentant sa propriété, répondant à des appels sur des lignes cryptées qui changeaient chaque semaine. Les enquêteurs ont également remarqué un changement. Ses dépenses, autrefois consacrées aux voitures et aux montres, s'étaient davantage tournées vers les sociétés écrans et l'immobilier. Les photos de surveillance montraient des rencontres non pas avec des motards, mais avec des comptables, des responsables syndicaux de niveau intermédiaire et des hommes d'affaires sans casier judiciaire. Il avait redéfini la notion de pouvoir. Statut mondial, le tatouage qui a changé sa carte du pouvoir. Biker boss in North America right now. Alors que la plupart des membres de la hiérarchie motarde du Québec tentaient de reconstruire ce qu'avait détruit l'opération Charcus, Martin Robert accomplissait discrètement un exploit inédit chez les Hells Angels canadiens. Franchir les frontières sans rencontrer de résistance. L'année 2017 a marqué un tournant décisif, confirmant l'ampleur de son parcours. Selon plusieurs articles de la presse française, Robert s'est vu accorder le statut honorifique de membre mondial par la section Côte d'Azur. Il ne s'agissait pas d'une simple reconnaissance symbolique, mais d'une véritable promotion. Au sein des Hells Angels, le statut de membre mondial confère le droit d'opérer partout, sans justification ni autorisation. La preuve de ce nouveau grade était gravée dans sa peau. Lorsqu'une photo a fait surface, révélant un immense tatouage dans le dos, s'étendant d'une épaule à l'autre, la partie inférieure ne mentionnait ni Québec, ni Montréal. On pouvait y lire « Monde ». Dans le jargon motard, ce mot est plus rare que les diamants. Il ne symbolise pas une origine géographique, mais l'autorité de faire circuler marchandises, argent et hommes à travers les continents, en tant qu'égal reconnu de n'importe quel autre chapitre au monde. Ce tatouage n'était pas de la bravade, c'était un passeport. Derrière cette promotion se cachait une stratégie. Après sa libération en 2015, Robert a commencé à tisser des liens entre des réseaux qui n'avaient jamais collaboré efficacement auparavant. En Europe
Les Angels contrôlaient l'arrivée de cocaïne via les ports espagnols et les routes empruntées par les motards entre Rotterdam et Marseille. Au Canada, le Québec servait de porte d'entrée occidentale pour ce même réseau. Robert est devenu l'intermédiaire entre ces mondes, à la fois diplomate et comptable, mais surtout homme d'affaires. Il utilisait des téléphones cryptés et des sociétés écrans offshore pour transférer de l'argent comme les Angels faisaient auparavant transiter des armes. En 2 ans, son carnet de voyage ressemblait à un manuel de logistique. France, Espagne, République dominicaine et de temps à autre, Moyen-Orient. Les services de renseignement de la police qui suivaient ces déplacements ont remarqué quelque chose d'inhabituel. Ils ne s'attardaient jamais au même endroit. 3 jours à Monaco, une réunion à Barcelone, et le week-end s'écoulait. Ce n'était pas de la paranoïa, mais une méthode. Un homme qu'on pouvait localiser pouvait être piégé. Un homme toujours en mouvement. Non. Sa nouvelle notoriété internationale a changé la façon dont les autres le percevaient. Pour les jeunes motards, il est devenu une légende, le Québécois qui avait semé Charles-Cussé, échappé à la prison et fait un retour triomphal avec la drogue. Pour les chefs de la vieille garde, il est devenu un partenaire incontournable, celui qui pouvait faciliter les transactions entre les trafiquants européens, les distributeurs nord-américains et les riches intermédiaires des Caraïbes. Les rapports de police le décrivaient moins comme un gangster et plus comme un intermédiaire. Il ne donnait plus d'ordre pour des fusillades en voiture. Il négociait des expéditions de conteneurs et des stratégies de blanchiment d'argent. Chaque alliance qu'il créait reposait sur des bases financières solides. Casinos, contrebande de cigarettes, investissement dans la construction offshore. Les Angels misaient toujours sur leur réputation, mais Robert, lui, misait sur l'infrastructure. L'alliance du mariage. Comment un mariage a fusionné les empires de la mafia et des motards. Décembre 2018. La salle de bal de l'hôtel Windsor à Montréal scintillait de lumière dorée et de murmures. La liste des invités ne comprenait ni les motards habituels en costume sur mesure, ni les mafieux en cravate de soie, ni quelques hommes dont les visages n'apparaissaient jamais sur les photos. Au centre de tout cela se tenait Martin Robert, non pas en cuir, mais en costume sombre, esquissant un sourire aux côtés de sa fiancée. Ce n'était pas qu'un simple mariage, c'était une union. Son mariage a marqué l'une des unions les plus stratégiques de l'histoire criminelle du Québec. Les archives publiques ont par la suite confirmé ce que les enquêteurs soupçonnaient depuis longtemps. Sa nouvelle épouse était issue d'une famille profondément liée au réseau de contrebande autochtone qui reliait le Canada et les États-Unis. Ses proches contrôlaient des filières lucratives de contrebande. Cigarettes non taxées, cannabis et commerce transfrontalier dissimulés par la complexité des juridictions fédérales et tribales. Sa mère, Sharon Simon, était bien connue des milieux policiers comme une distributrice de longue date, ayant des liens à la fois avec le milieu criminel Mohawk et les filières de contrebande de la côte sud. Pour Martin, il ne s'agissait pas d'une histoire d'amour, mais d'un rapprochement. Le mariage unissait 3 mondes qui collaboraient rarement. La force brute des Hells Angels, le financement de la mafia sicilienne et les circuits informels qui permettaient le transport de marchandises échappant à tout contrôle gouvernemental. La cérémonie réunissait des membres haut placés des Hells Angels, dont des délégués européens, ainsi que plusieurs membres de la famille Rizzuto, héritier de la plus puissante dynastie mafieuse de Montréal. L'enjeu était moins l'échange de vœux que la confirmation que des alliances autrefois fondées sur la méfiance pouvaient désormais se retrouver autour d'une même table. Cette union offrit à Robert quelque chose de plus précieux que l'argent, l'immunité juridictionnelle. Opérant sur des terres autochtones, il limitait considérablement le pouvoir de la police fédérale. Les propriétés de sa nouvelle famille devinrent ainsi des zones sûres, idéales pour les transferts d'argent et les réunions discrètes.
Cela lui donna également accès à des entreprises d'apparence légitime, entreprises de construction, distributeurs de tabac et casinos. Autant d'activités à forte intensité de liquidité, autant d'opportunités idéales pour le blanchiment d'argent. Le plus important de ces actifs était le casino, codétenu par Robert et des membres de la famille criminelle Rudeau, situé en territoire indigène. D'après les enquêteurs, il devint un terrain neutre, une sorte de lieu de rencontre diplomatique pour le milieu. Les membres de la mafia et les chefs mafieux s'y réunissaient pour régler leurs différends, négocier des accords et partager les profits. C'était ce qui ressemblait le plus à une agence diplomatique pour le monde du crime organisé. La surveillance policière a relevé des changements subtils après le mariage. Les itinéraires de contrebande, autrefois dominés par des intermédiaires siciliens, ont commencé à accepter des équipes logistiques de motards. Les cargaisons de cigarettes circulaient aux côtés de celles de cocaïne, protégées par un réseau de sécurité commun. Les Siciliens garantissaient la légitimité, les motards, la force brute, et les distributeurs locaux, l'invisibilité. Pour les forces de l'ordre, c'était un cauchemar. 3 mondes, un seul et même réseau. Même la vieille garde de la mafia, qui avait jadis méprisé les motards, les traitant de voyous imprudents, commença à leur témoigner du respect. Dans des conversations privées interceptées par écoute téléphonique, des parrains du crime organisé désignaient Robert comme le Canadien calme. Ce n'était pas de la moquerie, mais du respect. Il avait bâti ce qu'aucun chef mafieux ni président de gang de motards n'avait jamais réalisé. Un véritable empire hybride, diversifié et sans frontières. Le corridor des casinos, bâtir un empire du blanchiment d'argent sur le territoire autochtone. À 29 ans, Martin Robert possédait quelque chose de bien plus précieux qu'une armée de motards, une entreprise légale qui lui assurait des revenus conséquents. De l'extérieur, elle ressemblait à un casino en territoire Mohawk, un simple lieu de divertissement aux néons clignotants surplombant le fleuve Saint-Laurent. En réalité, c'était le centre névralgique d'une économie continentale où circulait argent liquide, marchandises de contrebande et cocaïne sans franchir de frontières visibles. L'emplacement était idéal. En vertu de la loi canadienne, les territoires des Premières Nations jouissent d'une autonomie gouvernementale. Les lois provinciales sur les jeux et la fiscalité s'appliquent différemment et la police fédérale doit obtenir une autorisation spéciale pour mener des perquisitions. Cela signifiait que ce qui se passait sur les terres des réserves passait par une faille juridique, une zone grise que les contrebandiers exploitaient depuis des décennies pour expédier des cigarettes, du cannabis et de l'alcool. Robert n'a pas inventé le système, il l'a industrialisé. D'après des résumés de renseignements de la GRC divulgués au Journal de Montréal, il est devenu actionnaire majoritaire d'un de ces casinos, tandis que des parts minoritaires ont été attribuées à des membres de confiance de la famille criminelle Rudeau. Aux yeux du public, il s'agissait d'un exemple de capitalisme de réconciliation, l'entrepreneuriat des Premières Nations associé à des investisseurs privés. Pour les forces de l'ordre, c'était une véritable machine à blanchir l'argent. Chaque soir, des milliers de dollars transitaient par les machines à sous, les tables de poker et les paris sportifs. La majeure partie de ces sommes provenait de jeux légitimes. Le reste, c'était de l'argent sale qui passait par les mêmes caisses. Lorsque les clients encaissaient leurs gains, l'argent était considéré comme gain, non imposé et intraçable. Il suffisait de quelques comptables prêts à falsifier les comptes pour que soudain, l'argent sale provenant de la vente de cocaïne ou de cigarettes devienne un revenu propre déclaré à l'Agence du revenu du Canada. Mais le casino ne servait pas qu'au blanchiment d'argent. C'était aussi un lieu de diplomatie, un terrain neutre. Les rencontres entre les Hells Angels, les chefs siciliens et les trafiquants de transport locaux pouvaient s'y dérouler sans intervention policière. Le parking accueillait des voitures immatriculées au nom de tous, des motards de second rang aux mafieux montréalais de la vieille école.
Un enquêteur la décrit sans embâge. Cet endroit, c'est la Suisse. Robert s'en servait pour négocier une trêve et des échanges commerciaux. Lorsque les sections européennes des Anges avaient besoin d'accéder aux ports canadiens pour importer leurs marchandises, les accords étaient conclus sur place. Lorsque la mafia souhaitait un passage sécurisé pour ses devises, la poignée de main était conclue sous le lustre du casino. L'atmosphère restait polie, professionnelle, voire solennelle. La salle de jeu bourdonnait de touristes insouciants, tandis qu'à l'étage inférieur, les hommes les plus puissants de l'économie criminelle québécoise redessinaient les cartes. Pour les partenaires de Mohawk, cet accord garantissait des revenus stables et une protection contre les distributeurs concurrents. Pour la mafia, il assurait des liquidités. Pour Robert, il lui permettait d'exploiter la seule ressource plus puissante que la peur. Quiconque empruntait son chemin lui devait quelque chose, une faveur, un pourcentage ou le silence. Fin 2019, le casino était devenu un élément si central de l'économie souterraine québécoise que les rapports de renseignement de la police le surnommaient le corridor. Chaque dollar qui y transitait portait les traces d'une coopération entre des mondes autrefois voués à s'anéantir. La mafia avait ses comptables, les motards, leur logistique et le réseau autochtone, sa souveraineté. Le courtier mondial transformait la violence en logistique. Au tournant de 2020, Martin Robert avait abandonné son rôle de chef de gang pour se comporter comme un dirigeant de multinationale. Les qualités qui avaient fait de lui une force redoutable, discipline, patience et détachement, s'étaient muées en une force encore plus efficace, la neutralité stratégique. Dans un milieu criminel accro au chaos, il était devenu l'homme avec lequel tout le monde pouvait faire affaire. La violence restait une option, mais seulement lorsqu'elle servait les intérêts financiers. Il n'éliminait plus ses rivaux par balle, il les éliminait par facture. Les enquêteurs ont d'abord constaté ce changement grâce à des interceptions de communication. Les appels codés concernant les expéditions ou les chargements avaient disparu. Ils étaient remplacés par des références à des chaînes d'approvisionnement, des plateformes logistiques et des plannings de distribution. Le langage des affaires avait supplanté l'argot des bars. Lorsque le réseau européen des Anges avait besoin de coordonner les opérations entre les ports espagnols de cocaïne et les importateurs québécois, Robert s'occupait de la planification. Lorsque les familles siciliennes souhaitaient stabiliser le prix de la marchandise transitant par Montréal, il menait les négociations. Il n'était plus seulement un Hells Angel, il était le lien entre trois économies criminelles. Le corridor de la cocaïne en Europe, les filières de contrebande en Amérique du Nord et l'archipel du blanchiment d'argent des Caraïbes. Son téléphone les reliait tous. Les analystes de la GRC, en traçant des serveurs cryptés, ont découvert des conversations transitant de Montréal à Rotterdam, de Curaçao à Dubaï, en l'espace de quelques heures. Il ne s'agissait pas de simples échanges aléatoires, c'était une véritable coordination. Ce qui rendait Robert exceptionnel, ce n'était pas la brutalité, mais la discrétion. À une époque où les chefs du crime organisé exhibaient leurs voitures et leur bravade sur les réseaux sociaux, ils fuyaient toute attention médiatique. Pas d'Instagram, pas de fortune ostentatoire, juste une réputation qui faisait taire les plus bruyants. Ses associés le décrivaient comme un homme d'affaires, arrivant en avance aux réunions, jamais ivre, impeccablement vêtu, téléphone à la main, les yeux constamment scrutant les issues de secours. Ce même calme qui avait jadis déconcerté les gardiens de prison caractérisait désormais son style de leadership. Financièrement, il a remplacé la violence par la dépendance. Les équipes indépendantes qui faisaient transiter de la contrebande par les ports du Québec ont peu à peu compris que leur cargaison, leur planque, voire leur comptable, étaient liés au réseau de sociétés écrans de Robert. S'en affranchir signifiait perdre l'accès aux fournisseurs et au crédit. Il a bâti un monopole non par la force, mais par l'efficacité. En 2021, les services de renseignement de la police ont commencé à utiliser une nouvelle expression, le modèle du courtier.
Il le considérait comme le prototype d'une nouvelle génération de chefs du crime organisé qui exploitaient les circuits du commerce mondial comme les parrains d'antan exploitaient les coins de rue. Il considérait la violence comme un coût inhérent à son activité, parfois nécessaire, mais seulement lorsque les calculs financiers s'avéraient erronés. Chaque meurtre ou disparition dans son entourage répondait à une logique financière. Les rivaux qui menacèrent la distribution ne survivaient pas. Ceux qui coopéraient prospéraient. Même la mafia s'est adaptée. La famille Rudo, jadis dominante dans l'importation de cocaïne à Montréal, dépendait désormais des motards de Robert pour acheminer la marchandise vers l'intérieur des terres. Le rapport de force s'était inversé. Les parrains de la vieille école commençaient à s'incliner devant un motard qui n'avait même plus besoin d'élever la voix. En privé, il reconnaissait qu'il était devenu indispensable, son réseau étant trop imbriqué au leur pour être contesté. Les forces de l'ordre se retrouvèrent elles aussi prises au piège. Les Hells Angels avaient été conçus pour survivre aux descentes de police et aux opérations anti-gang, mais pas pour se transformer en un consortium logistique mondial. Or, c'est précisément ce que Robert avait fait. Chaque tentative d'isoler une branche de son organisation ne faisait que renforcer les autres. Les cigarettes finançaient la cocaïne. Les contrats de construction finançaient les casinos. Les casinos financèrent les sociétés immobilières. Chaque niveau légitimait le précédent. L'embuscade sur l'autoroute. Quand les balles ont manqué leur cible, mais que les messages sont arrivés printemps 2023. Un VUS noir file à toute allure sur l'autoroute 440, près de Laval, au Québec. À son bord, Leonardo Rudo, chef de la faction montréalaise de la mafia sicilienne, un homme dont le nom a jadis contrôlé le trafic de cocaïne et les jeux de hasard dans la ville. À 20h12, les caméras de circulation captent des éclairs de tir provenant d'une berline sombre qui s'approche. Les balles traversent le côté conducteur, perforant le verre et la tôle. Rudo s'en sort de justesse. Sa voiture percute le terre-plein central. En quelques heures, le milieu criminel québécois apprend la vérité. On vient de tenter d'éliminer le mafieux le plus influent de la ville. L'attaque n'était pas fortuite. Rudo avait des ennemis partout, mais le moment choisi, la précision et le lieu précis indiquaient une stratégie plus élaborée. Laval était un terrain neutre, loin du chaos du centre-ville et sous haute surveillance. Celui qui a commandité l'attentat connaissait son itinéraire, son emploi du temps et son véhicule. Cela nécessitait un accès que seules quelques personnes possédaient. Et parmi ces personnes, un nom s'est immédiatement imposé. Martin Robert. La police a perquisitionné plusieurs adresses la même nuit, dont le domicile de Robert, à la recherche de preuves balistiques ou de téléphones cryptés le reliant à l'embuscade. Ils n'ont rien trouvé. Ni armes, ni douilles, pas la moindre trace. Il a été interrogé, relâché et aperçu le lendemain dans un café, imperturbable. Pour le grand public, une simple coïncidence. Pour le milieu, un coup monté. Les enquêteurs ont élaboré plusieurs théories. La plus plausible était celle d'une riposte des Hells Angels, suite à l'empiètement de la mafia sur leur zone de contrebande. Mais la précision chirurgicale de l'attaque semblait davantage relever d'une opération d'entreprise que d'une motivation émotionnelle. Certains détectives ont évoqué une stratégie plus complexe. Éliminer l'ancienne direction mafieuse pour faire place à une nouvelle économie hybride, menée par Robert, où les alliances flexibles remplaceraient les liens familiaux. Si cette hypothèse s'avérait exacte, l'embuscade sur l'autoroute n'était pas qu'une tentative d'assassinat. C'était une décision purement commerciale. La survie de Rudo compliqua les choses. Il refusa de parler à la police, mais quelques jours plus tard, ses lieutenants commencèrent à disparaître. L'un victime d'une prétendue overdose, l'autre d'un vol, qui laissa son coffre-fort intact. Le message était clair. Le silence ou la mort. Dans la hiérarchie montréalaise, la peur se propagea rapidement.
Toutes les rumeurs pointaient vers ce même architecte discret qui n'avait jamais élevé la voix. Les services de renseignement fédéraux ont également remarqué des changements dans le comportement de Robert. Ses déplacements se sont intensifiés. Des vols ont été enregistrés entre Montréal et Dubaï, Nice et Nassau, à intervalles rapprochés. Il ne dormait plus à son domicile habituel, préférant des hôtels de luxe sous de fausses identités. Pour certains, cela ressemblait à de la paranoïa. Pour d'autres, il s'agissait d'une stratégie de gestion des risques. Un homme se protégeant avant qu'un changement de pouvoir ne dégénère en violence. Puis, des rumeurs de trêve ont commencé à circuler. Selon des sources de Radio-Canada, Robert aurait organisé une rencontre entre les derniers fidèles de Rudo et certains membres des Angels. La réunion se serait tenue non pas dans un QG, mais dans son propre casino, situé sur un territoire autochtone, en terrain neutre. Pas d'armes, pas de cris, juste des négociations. La mafia aspirait à la stabilité. Robert voulait reprendre le contrôle des zones que les hommes de Rudo monopolisaient depuis des décennies. À l'issue de la réunion, de nouvelles modalités de répartition furent établies. Quelques jours plus tard, l'argent commença à transiter par les sociétés écrans de Robert à un rythme 2 fois plus rapide qu'auparavant. Les balles tirées sur la route 440 n'avaient pas atteint leur cible, mais elles avaient frappé en plein cœur du pouvoir. Cet assassinat manqué a humilié la mafia, révélé sa vulnérabilité et renforcé la légende du motard, capable de faire plier les empires sans dégainer une arme. Dans le milieu criminel québécois, la survie est synonyme de pouvoir. Et après cette nuit-là, une vérité est devenue indéniable. Martin Robert n'avait pas besoin d'appuyer sur la gâchette pour gagner. D'autres le faisaient pour lui, parfois sans même s'en rendre compte, agissant selon son scénario. Réunions avant le meurtre, Del Balso, Plouffe et le mystère du parking 5 juin 2023. L'air matinal de Dorval était lourd d'humidité, de celle qui colle à la peau avant la pluie. À 10h47, les caméras de surveillance de la salle de sport Monster Gym ont filmé 3 hommes en pleine conversation à côté de voitures garées. Francesco Del Balso, un homme de main de la mafia fraîchement libéré. Stéphane Fest, Plouffe, lieutenant des Hells Angels depuis longtemps. Et Martin Robert, la silhouette calme dont la seule présence pouvait changer l'atmosphère d'une pièce. Pas de cris, pas de gestes, juste des banalités et des visages impénétrables. 6 minutes plus tard, Del Balso se dirigea seul vers sa BMW. Il n'y entra jamais. Une seule balle a fendu l'air sur 90 mètres d'asphalte. Un seul coup. Un seul corps. La balle a frappé avant même que quiconque n'entende le bruit. À l'intérieur de la salle de sport, les membres continuaient leur entraînement. La musique couvrait l'écho. Lorsque la police est arrivée, Del Balso gisait mort, du sang formant une flaque sous la portière d'une voiture. Aucune douille, aucune trace de tir, aucune empreinte. Celui qui a appuyé sur la détente s'était entraîné pour ce moment précis, avec la maîtrise d'un assassin en matière de distance, de timing et de stratégie d'évasion. Pour les enquêteurs, la question évidente n'était pas de savoir qui avait tiré, mais pourquoi Del Balso se trouvait aux côtés de Robert quelques minutes avant sa mort. La victime n'était pas un petit malfrat. Del Balso avait été lieutenant de haut rang au sein du clan Rudo, contrôlant un empire de paris sportif montréalais, valant plusieurs millions de dollars avant sa peine de 12 ans de prison. Il avait gardé le silence lors des interrogatoires, s'attirant le respect. Mais la prison change la donne. À sa sortie, il découvrit que son empire avait disparu, confié à des hommes plus jeunes. Dans ce milieu, le silence aurait dû lui valoir sa réintégration. Au lieu de cela, il lui apporta l'humiliation. Il se tourna alors vers le seul homme qui possédait à la fois la force brute des motards et l'influence de la mafia, Martin Robert. Les renseignements transmis par la police suggérèrent par la suite que Del Balso avait proposé un partenariat pour relancer son réseau de jeux clandestins, utilisant les filières de cocaïne de Robert et une société d'importation de fruits comme couverture pour les mouvements de fonds.
Une opération irréprochable sur le papier, mais aux conséquences politiques désastreuses. L'information a fuité presque immédiatement. La hiérarchie de Rudo s'est sentie trahie. Ses rivaux y ont vu une opportunité. Quelques jours plus tard, une prime anonyme est apparue sur les forums cryptés de Montréal. 400 $, pour la tête de Del Balso. 2 tentatives avaient échoué avant ce matin à Dorval. À chaque fois, Del Balso s'en était sorti avec des blessures légères. À chaque fois, la pression s'intensifiait. Début juin, il était désespéré, convaincu que Robert pouvait négocier la paix ou sa protection. Cette rencontre au gymnase des monstres était censée régler les comptes, que ce soit par des affaires ou une réconciliation. Au lieu de cela, elle s'est transformée en exécution. Les enquêteurs ont reconstitué la chronologie des événements, image par image. 10h47, conversation. 10h53, départ de Del Balso. 10h54, impact. Une trajectoire parfaite de 90 mètres implique l'utilisation d'optiques professionnelles et d'un silencieux. Le tireur d'élite connaissait le moment précis où Del Balso traverserait son champ de vision entre 2 véhicules stationnés, une information que seul un participant à la réunion aurait pu fournir. Ce simple détail a transformé un homicide en une énigme. Robert et Plouffe assistèrent aux funérailles quelques jours plus tard, silencieux parmi les manteaux noirs et les lunettes de soleil à verre miroir. Les appareils photo captèrent le visage de Robert, jadis impassible, sans expression ni deuil, ni jubilation. Pour le monde souterrain, sa présence était une réponse sans un mot. Dans cette culture, on assiste aux funérailles pour 2 raisons. Rendre hommage ou marquer le deuil. Nul ne put dire laquelle. Après le meurtre, les territoires autrefois contrôlés par Del Balso, cercle de paris clandestins, points de dépôt d'argent, filières de cocaïne, ont discrètement été intégrés à la sphère d'influence de Robert. Pas de fusillade, pas de gros titres, juste une absorption administrative. Les analystes des forces de l'ordre ont cartographié le résultat sur des tableaux blancs et y ont vu moins une scène de crime qu'une acquisition d'entreprise. L'affaire reste non résolue. Aucune accusation, aucune arme, aucun témoin. Les théories circulent. La famille Rudo aurait commandité l'assassinat. Un tireur d'élite indépendant aurait empoché la prime. Robert aurait orchestré la rencontre pour placer Del Balso dans une position idéale. Rien n'est prouvé. Mais le constat est sans appel. Un homme a rencontré Martin Robert pour lui demander de l'aide. Et quelques minutes plus tard, il a disparu. Dans le milieu criminel québécois, une telle symétrie n'est pas le fruit du hasard. C'est un choix délibéré. Et le choix délibéré, c'est la signature de Martin Robert. Opération Fantôme. Dubaï, Dublin et le lien avec les Night Wolves. Après le meurtre de Francesco Del Balso, le nom de Martin Robert a commencé à apparaître dans des dossiers sans aucun lien avec le Canada. Fin 2023, Interpol a signalé une série de vols internationaux de courte durée. Montréal, Nice, Dubaï, Dublin, puis retour en l'espace de quelques semaines. Aucun de ces déplacements n'enfreignait les lois sur la libération conditionnelle ou l'immigration. Pourtant, chaque destination coïncidait avec des mouvements au sein du trafic international de stupéfiants. Pour la police, il s'agissait d'une coïncidence. Pour les analystes, d'une coordination. Dubaï fut la première étape. Les images des caméras de sécurité du restaurant Zuma montraient Robert en compagnie d'Angelo Pandeli, président australien des Hells Angels, et d'un intermédiaire irlandais lié au cartel Kinahan en Europe. 3 hommes, une table, aucun téléphone en vue, une bouteille d'eau intacte durant toute la réunion. Les services de renseignement l'ont qualifié de sommet, une rencontre en terrain neutre réunissant des responsables logistiques de 3 continents. Aucune violence, aucune arrogance, seulement des discussions discrètes sur l'accès au port, l'assurance maritime et les flux de crypto-monnaies
destinés à dissimuler des paiements importants en espèces. Dublin suivit. Le cartel irlandais avait perdu le contrôle des docks de cocaïne d'Anvers suite à une vague d'arrestations en Europe. Un mois après la visite de Robert, les saisies à l'importation chutèrent de façon spectaculaire et de nouvelles cellules de distribution apparurent en Belgique, utilisant des sociétés écrans enregistrées au Canada. Les analystes de la GRC remontèrent plus tard la piste de ces sociétés écrans jusqu'à des entreprises déjà liées au réseau de casinos de Robert. Le schéma était toujours le même. D'abord, la structure financière, ensuite, la marchandise, jamais d'armes. Puis vint le lien avec Moscou. Entre 2022 et 2024, les registres d'immigration ont révélé de multiples voyages de Robert en Russie sous de fausses identités. Au même moment, l'Europe était sous le choc des sanctions imposées au carburant et à l'énergie. Le timing était troublant. On murmurait qu'il avait rencontré des personnalités liées au loup de la nuit, le plus important club de motards pro-étatique de Russie, tristement célèbre pour son rôle d'émissaire culturel du Kremlin. Aucune photo n'a jamais été publiée, mais un tatouage, lui, a fuité. Le contour détaillé des tours du Kremlin, tatoué sur son omoplate, aperçu sur une photo prise lors d'un événement privé à Monaco. Symbolique ou littéral, ce tatouage renforçait l'hypothèse que ses activités s'étaient étendues du trafic de stupéfiants au marché noir, en passant par l'Europe de l'Est. Si cela s'avérait vrai, cela expliquait sa nouvelle immunité. Les loups de la nuit bénéficiaient d'une protection officieuse de l'État russe, offrant à Robert un bouclier géopolitique dont peu de criminels pouvaient rêver. Dans l'ombre des sanctions internationales, son réseau s'est peut-être transformé en un important courtier informel, acheminant carburant, produits pharmaceutiques, voire métaux rares, tout ce qui pouvait contourner les embargos. Les profits étaient bien supérieurs à ceux du trafic de drogue. Les services de renseignement occidentaux l'ont discrètement reclassé. Il n'était plus seulement une cible de grande valeur du crime organisé, mais un facilitateur transnational. Cette appellation désignait bien plus qu'un simple grade. Elle précisait sa fonction. Il n'était plus en fuite, il agissait désormais en parallèle des gouvernements, exploitant les zones grises où se mêlent politique, commerce et criminalité. Même son style de communication a évolué. Les enquêteurs qui surveillaient le trafic crypté ont constaté des pics d'échange de messages entre des adresses IP de Montréal et des nœuds situés aux Émirats arabes unis, suivis de plusieurs semaines de silence radio. Ce schéma suggérait l'utilisation de masques jetables et de serveurs relais, un niveau de sécurité opérationnelle généralement réservé à l'espionnage. Pour son propre club, les voyages de Robert signifiaient quelque chose de plus simple. L'expansion. Il ouvrait des réseaux, pas des sections. Pour chaque motard arrêté au Canada, un banquier apparaissait à l'étranger, prêt à gérer ses fonds. La violence avait cédé la place à l'infrastructure. Début 2024, des rumeurs circulaient au sein des forces de l'ordre européennes, le décrivant comme le chaînon invisible, l'homme capable de relier les courtiers en carburant de Moscou, les contrebandiers de Dublin et les motards de Montréal au sein d'une même chaîne de transactions. Aucun acte d'accusation officiel ne le nommait, mais tout le monde dans le milieu le savait. Si la marchandise franchissait les frontières sans encombre, c'est que quelqu'un l'avait dédouané. Et le dédouanement, c'était la spécialité de Martin Robert. Il ne chevauchait plus seulement pour les anges. Il chevauchait pour toute l'économie souterraine qui n'existait sur aucune carte, mais qui, en silence, lui obéissait. Le roi des infrastructures, de la contrebande au contrat. A trade union in 2008, thousands and thousands of dollars in meals by simply filing a small scrap of paper. En 2024, l'influence de Martin Roberts dépassait largement le monde des motos et du blanchiment d'argent. La définition traditionnelle du crime organisé, des rackets et des extorsions ne correspondait plus à ce qu'il avait bâti.
il ne dirigeait plus des raquettes. Il gérait une infrastructure, celle dont les gouvernements dépendent, mais qu'ils ne peuvent appréhender pleinement. Tout a commencé discrètement, au sein des syndicats de la construction du FTQ, longtemps resté une zone grise où se mêlaient trouille politique, travail et corruption. Des décennies auparavant, des bandes de motards avaient eu recours à l'intimidation pour influencer les appels d'offres publics. Martin s'est inspiré de ce modèle rudimentaire et l'a perfectionné. Grâce à ses fonds de casino et à ses comptes offshore, il a commencé à investir dans des sociétés de développement légitimes. Ces entreprises ne brandissaient ni drapeau ni écusson. Elles déposaient les permis nécessaires, embauchaient des ouvriers syndiqués et construisaient des routes. Pourtant, profondément enfouis dans leur structure de propriété, se trouvaient des noms et des sociétés écrans liées au réseau de Robert. L'avantage était double. Premièrement, cela créait un nouveau mécanisme de blanchiment pour des contrats, des fiches de paie et des factures en règle. Deuxièmement, cela lui donnait un pouvoir considérable sur les piliers de l'économie québécoise. Si le secteur de la construction ralentissait, les politiciens s'inquiétaient. Si des contrats disparaissaient, les syndicats se révoltaient. Par l'intermédiaire d'intermédiaires discrets, Martin pouvait transférer des millions de dollars d'un simple coup de fil, tout en restant indétectable par les autorités. Il avait retenu la leçon de tous les gangsters déchus avant lui. La violence fait les gros titres. Les infrastructures imposent le silence. Rapidement, le même schéma se répéta dans d'autres secteurs. Son réseau commença à acquérir des participations dans des entreprises de logistique, des dépôts de camions et des sociétés d'import-export, opérant depuis le port de Montréal. Ce qui servait autrefois au transport de cocaïne et de cigarettes servait désormais à acheminer de l'acier, du bois et des denrées alimentaires. Ce camouflage était si efficace que même les auditeurs financiers ne pouvaient plus retracer l'argent sale une fois intégré au circuit commercial légal. Les forces de l'ordre ont qualifié cette période de phase d'intégration, lorsque le milieu criminel a cessé d'exister comme une entité distincte pour se fondre dans le commerce légal. Les analystes décrivaient Robert comme un criminel qui comprenait les enjeux économiques mieux que les économistes. Il avait de fait privatisé le contrôle des marchés parallèles du Québec. Même ses rivaux les plus méprisants se retrouvèrent dépendants de lui. Les équipes de voirie avaient besoin de ces lignes de transport. Les magnates du BTP avaient besoin de la tranquillité de ses syndicats. La mafia avait besoin de la liquidité de ses casinos. Chaque faveur qu'il accordait engendrait une chaîne d'obligations impossible à rompre, sans faire s'effondrer le système tout entier. C'est pourquoi, à la mi-2024, l'idée de le faire tomber était devenue presque théorique. La GRC pouvait arrêter des individus, mais pas l'infrastructure qui les soutenait. Ces entreprises employaient des travailleurs légitimes. Ces casinos payaient des impôts. Ces contrats permettaient de reconstruire des autoroutes. Toute tentative pour l'isoler risquait d'entraîner des dommages collatéraux d'envergure économique. Un procureur québécois à la retraite l'a dit sans détour. Il ne fait plus partie du système que nous pouvons contrôler. Il fait partie du système sur lequel nous comptons. Pendant ce temps, Robert menait une vie discrète. Il vivait dans un anonymat préservé, sans yachts, sans palais, sans présence sur les réseaux sociaux. Son pouvoir se mesurait à sa dépendance, non à sa décadence. Et cette dépendance s'étendait désormais à tous les secteurs de l'économie montréalaise, des chantiers de construction aux entrepôts de cigarettes de Kanawak, des repères de motards aux salles de réunion cossues du centre-ville. Ce qu'il avait bâti n'était ni un gang, ni un cartel. C'était une machine qui générait de l'influence plutôt que du bruit. Quand ses associés l'appelaient « le patron », il les corrigeait discrètement. « Non », disait-il, « je suis l'infrastructure. » Et pour une fois, ce n'était pas de l'arrogance, c'était la vérité.
diplomatie clandestine, les accords qui ont redéfini les rapports de force à Montréal. Il publiait des photos où on le voit avec un tatouage du Kremlin sur la poitrine. Qu'est-ce que ça veut dire? Et quelle est la véritable importance de Martin Robert au sein des Hells Angels? On en parle avec Simon Godbout, qui est un ancien enquêteur de la Sûreté du Québec, le spécialiste du crime organisé. Bonjour Simon. Après 25 ans de sang, de prison et de paranoïa, Martin Robert était devenu ce que le milieu criminel québécois n'avait jamais connu. Un diplomate. Il ne négociait pas de cessez-le-feu, il rédigeait des accords commerciaux pour les criminels. En 2024, le milieu montréalais était non seulement fragmenté, mais aussi épuisé. Les arrestations avaient paralysé la rudomafia, les gangs de rue étaient en rébellion ouverte et les anciens membres des Hells Angels étaient morts ou en fuite. Ce qui empêchait tout cet écosystème de s'effondrer, c'était une figure d'équilibre, Robert. Son pouvoir de neutralité reposait sur un atout rare, la crédibilité auprès de tous. La mafia avait confiance en sa discipline, les motards en sa fermeté et les bandes émergentes respectaient sa précision. Ainsi, lorsque des conflits éclataient au sujet des ports, des syndicats ou des routes de contrebande, tous les regards se tournaient vers lui. Et contrairement aux autres intermédiaires, il ne prenait pas parti, il tirait profit de la paix. Début 2024, plusieurs rapports de la Sûreté du Québec décrivaient le casino de Robert comme un lieu de rencontre de dernier recours. Là, autour d'un espresso et de conversations à voix basse, des ennemis de longue date se partageaient les marchés comme des hommes d'affaires. Des représentants de gangs du quartier nord de la ville rencontraient des chefs siciliens. Des membres des Angels européens négociaient l'accès au port avec des intermédiaires dominicains. Chaque transaction avait une condition. Le réseau de Robert s'occupait de la logistique. En échange, il prélevait une petite commission sur chaque envoi, chaque chargement de camion, chaque virement, des pourcentages infimes qui, multipliés à travers les continents, représentaient une fortune qu'aucune opération antidrogue ne pourrait jamais entamer. Mais la diplomatie, dans ce monde, exige un réajustement constant. Quand Anna Tupac Atna, une nouvelle chef de gang violente, a commencé à incendier des restaurants protégés par la mafia et à extorquer des entreprises à Montréal, la paix fragile a vacillé. Les rudos réclamaient vengeance, les Hells Angels la distance. Robert, lui, voulait le contrôle. D'après des notes internes de la police, il a organisé une série de dîners de crise dans des planques le long du fleuve Saint-Laurent, réunissant les lieutenants de chaque faction sous couvert de réconciliation. Ces réunions n'ont pas abouti à des traités. Elles ont abouti à des réaffectations. Les territoires ont été redessinés, les équipes de rue intégrées et les voies maritimes discrètement cédées à ces hommes. La violence a cessé non pas parce que la justice avait triomphé, mais parce que chacun lui devait quelque chose. Il appliqua la même diplomatie à l'international. Ses contacts européens transformèrent des cargaisons de cocaïne en co-entreprises entre gangs autrefois ennemis jurés. Ces intermédiaires à Dubaï négocièrent des assurances pour les marchandises illicites sous couvert de fret légal. En Russie, les loups de la nuit assurèrent la sécurité des cargaisons transitant par les routes maritimes de la Baltique. Chaque accord contribua à réduire le chaos et à renforcer son rôle indispensable. Le paradoxe fascinait les enquêteurs. Robert avait instauré une forme de paix, mais elle n'était pas morale. Elle était purement mécanique. Chaque coin de rue tranquille, chaque dossier de police classé représentait un profit. La ville paraissait plus calme, mais une règle tacite sous-tendait cette apparente tranquillité. On ne transportait ni marchandises, ni argent, ni armes, sans passer par lui. Les motards chevronnés l'appelaient l'ambassadeur. Les anciens, de la mafia, le comptable, les jeunes recrues, le système. Quel que soit le surnom, la signification était la même. Il avait remplacé la guerre
par la gestion. Dans une conversation divulguée ultérieurement suite à une écoute téléphonique, un rival résuma la situation avec amertume. Il ne règne plus sur les rues, il règne sur le silence. Ce silence devint son arme la plus redoutable. Il désarma la police, séduisit ses rivaux et redéfinit l'économie de la peur à Montréal. En transformant le conflit en commerce, Martin Robert ne se contenta pas de survivre dans le milieu, il le réinventa. Le mythe en mouvement. Pourquoi même la mafia murmure encore son nom? Aujourd'hui, en 2025, Martin Robert apparaît rarement en public. Lorsqu'il le fait, c'est sans faire de bruit. Un homme en veste noire, calme et serein, entrant dans un café comme s'il ne contrôlait pas la moitié de l'économie souterraine québécoise. Ses réseaux sociaux ne montrent que des dîners en famille, des balades à vélo, et rien qui explique pourquoi la GRC et Interpol le considèrent comme actif et sensible. Depuis des années, la police, la presse et même les gangs rivaux tentent de répondre à la même question. Comment fait-il pour survivre? La réponse se cache dans tout ce qu'il est devenu. Il a compris très tôt que le vrai pouvoir ne se prend pas, il se gagne. On ne dirige pas un empire criminel par la peur, mais par nécessité. Robert s'est rendu indispensable à tous. Si la mafia veut traverser le port en toute sécurité, elle a besoin de ses camions. Si les motards veulent de l'argent propre, ils ont besoin de son casino. Si les gangs de rue veulent de la marchandise, ils ont besoin de son réseau. Il a transformé ses ennemis en clients et ses clients en personnes dépendantes. Dans le milieu montréalais, un tel équilibre est inouï. Les hommes comme lui ne prennent pas leur retraite. Ils s'épuisent ou disparaissent. Pourtant, Martin demeure intouchable, non pas parce qu'il se cache, mais parce que son élimination ferait s'effondrer le système. Chaque flux financier, chaque livraison, chaque pot de vin est lié à ses comptes. Sans lui, personne ne serait payé. Même la mafia, dont le code exigeait jadis la domination, murmure désormais son nom avec un respect réticent. Non pas par crainte de son arme, mais par crainte de son absence. La légende ne fait que renforcer son impunité. Pour la nouvelle génération de motards, il est une figure mythique, un homme qui a dupé l'État et la rue. Pour les vétérans, il rappelle que la guerre pour le Québec s'est perdue, non pas dans des fusillades, mais dans des calculs complexes. Les forces de l'ordre peuvent cartographier son réseau, mais pas le démanteler. Les procureurs peuvent retracer l'argent, mais pas prouver le crime. Chaque enquête se termine de la même façon. Preuves circonstancielles, dossier classé, et on le retrouve une fois de plus dînant tranquillement dans un endroit paisible, sans qu'il ne soit inquiété. Pourtant, sous ce calme apparent, des rumeurs persistent. Certains disent qu'il se prépare à se retirer, confiant le pouvoir à un conseil de jeunes anges, formés à ses méthodes. D'autres pensent qu'il étend à nouveau son influence, cette fois-ci vers le monde numérique des crypto-monnaies, des services bancaires offshore et du blanchiment d'argent. Dans un monde où l'argent circule plus vite que l'éclair, il a peut-être déjà 2 coups d'avance, invisibles pour la prochaine génération d'enquêteurs. Mais les légendes, aussi discrètes soient-elles, comportent toujours un risque, celui de la surexposition. Pour chaque homme qui a bâti un empire sur le contrôle, l'histoire réserve la même fin. Quelqu'un, quelque part, décide que le silence est devenu trop coûteux. Nul ne sait si Martin Robert en subira les conséquences. Pour l'instant, il demeure un paradoxe. Un homme qui a dompté le chaos en le comprenant, qui a transformé le crime en commerce et qui a même fait hésiter la mafia avant de prononcer son nom. Et c'est peut-être là la véritable mesure du pouvoir dans le monde souterrain. Non pas le bruit que l'on fait en s'élevant, mais le silence qui suit chaque pièce que l'on quitte.